je suis sociologue du travail et à ce titre, j'avais participé au conseil scientifique de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom. Donc, j'ai pu suivre un petit peu l'évolution qui a mené quand même à un désastre, lequel a été condamné en justice au titre du harcèlement institutionnel. Ce que je voudrais dire, c'est que il me semble que France Télécom a été un laboratoire d'expérimentation en termes de transformation des mentalités, en termes de transformation des structures, et que France Télécom a peut-être été la première entreprise du secteur public à intégrer les procédures et les valeurs du management privé. Moi, je me souviens toujours, c'est une anecdote que je raconte parce qu'elle est très illustrative quand même de toutes ces démarches, qu'à la fin des années 90, j'avais été invitée à un séminaire de cadres pour présenter des analyses sur l'évolution du travail. Et à la fin, il y a un cadre visiblement supérieur qui est venu et qui m'a dit « Madame, est-ce que vous savez quel est mon vrai travail ?» Je dis « Non, évidemment. Quel est-il ?» Et il m'a dit « C'est de produire de l'amnésie. » Donc c'était France Télécom, fin des années 90. Produire de l'amnésie, mais pourquoi? Alors il m'a dit parce que nous allons prendre un virage vers la commercialisation et il nous faut faire le vide dans les esprits de nos agents qui sont motivés exclusivement par des valeurs du service public. Donc il faut expurger les esprits de ces valeurs du service public pour faire la place aux nouvelles valeurs commerciales. Et d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour produire de l'amnésie? Et il m'a dit, madame, c'est simple, il faut secouer le cocotier. Il a fait comme ça. Et je dis, mais encore, qu'est-ce que ça veut dire secouer le cocotier? Il m'a dit, mais c'est introduire du changement dans les structures, casser les réseaux de complaisance, casser les routines, enfin, faire en sorte que les salariés, les agents, se trouvent un peu en difficulté, à découvert, pour accepter d'intégrer les nouvelles valeurs marchandes, commerciales. Bon, moi, je crois que ça dit absolument tout de l'aventure tragique qui a frappé France Télécom, parce qu'on est passé d'une entreprise qui était reconnue quand même dans le monde entier pour sa qualité technique exceptionnelle, qui avait un corps de professionnels extrêmement motivés, extrêmement de pointe. Et puis, quasiment du jour au lendemain, on a introduit des pratiques, des dispositifs, des stratégies délétères qui ont déstabilisé, qui ont mis à mal le personnel. Ben, vous le savez très bien, avec cette injonction, il faut faire partir par la fenêtre ou par la porte 22 000 agents. Et là aussi, le modèle qui s'est instauré, on peut dire, dans le cadre de ce laboratoire d'expérimentation, ça a été la pratique du changement permanent. C'est ce que le cadre supérieur avait indiqué. Il faut tout bouleverser pour que les gens se sentent suffisamment malheureux, mal à l'aise, déstabilisés pour avoir envie de partir. Et ça, là, il y a quelque chose d'une perversité, c'est-à-dire véritablement motiver des cadres pour qu'ils focalisent leur travail sur la maltraitance d'un certain nombre de personnes afin qu'ils acceptent de partir d'eux-mêmes. Voilà, tout le drame, la tragédie de France Télécom, qui a abouti au procès qu'on connaît bien, ça a été d'attaquer justement la professionnalité des agents. C'est le point le plus important. Et ça, c'est une logique d'ailleurs extrêmement taylorienne, hein. Il faut savoir que les analyses de Taylor, à l'époque où il officiait, l'ont conduit à formuler un constat qui était le savoir, c'est du pouvoir, disait-il à l'époque. Si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Et ça, c'est pas possible. Et donc, cette logique du changement permanent, c'était, si vous voulez, à double objectif. Le premier, c'est d'introduire un mal-être, un malaise, une souffrance
parce qu'on a déplacé des gens qui travaillaient, par exemple, sur les lignes, qui étaient des lignards, et on les a mis dans les centres d'appel. Donc on les déstabilisait, on les humiliait, on les mettait à mal. Mais c'est surtout aussi par le changement permanent, une attaque en règle des connaissances, des compétences, des savoirs, de l'expérience. C'est une mise en obsolescence de tout le capital de savoir que détiennent les agents ou les salariés, et qui leur donne de la fierté, de la sérénité, du bonheur au travail. On fait des choses non seulement utiles parce qu'on est encore dans le service public à l'époque, et en plus on les fait bien parce qu'on est sûr de sa professionnalité, on est sûr de ses compétences, et on est sûr de la qualité de ce qu'on va apporter. Le sens du travail, il est là. On sait qu'on est utile, et on sait qu'on apporte de la qualité. Et effectivement, l'idée principale, nous on avait fait des enquêtes à France Télécom qui disaient que pour eux, les valeurs du service public, c'était les valeurs républicaines. Tous les usagers se valent, comme vous l'évoquiez, tous les usagers se valent, tous les agents se valent, à travail égal, salaire égal, et puis il n'y a pas de hiérarchie non plus symbolique entre l'usager et le professionnel. Ils sont à égalité. Ils disaient, on n'est pas au service des usagers, on est au service du service public. Voilà. Et donc, ça constituait une espèce de logique professionnelle enracinée dans des valeurs de service public qui débouchaient sur des sentiments de sérénité très très forts liés à l'idée qu'on savait à quoi on sert, on savait pourquoi on travaille, on se donnait du mal, c'était pas toujours facile, c'était fatigant, mais il y avait une sorte d'héroïsation aussi du mal qu'on se donne. On est utile et on peut le faire parce que on donne de sa personne pour des choses qui en valent le coup. Et moi, par exemple, une autre anecdote, j'avais fait une enquête dans un centre d'appel de France Télécom. Alors, je ne me souviens plus exactement de la date, ça devait être déjà dans les premières années des 2000. Et il y avait déjà cette commercialisation qui était en œuvre, et il y avait aussi des contractuels. Et sur ce plateau, bon, moi je faisais de l'observation, j'écoutais, je regardais, et il y avait notamment des indications pour avoir des primes, qu'est-ce qu'il faut vendre. Donc il y avait telle et telle chose qu'il fallait vendre ce jour-là. Et puis, il y avait donc un jeune en CDD, et à côté, il y avait une femme un peu plus âgée qui était fonctionnaire. Et j'entendais ce qui se disait. Et j'entends un jeune qui dit à une dame qui voulait demander un échelonnage de sa facture. Voilà, c'est ça. Ce qui était tout à fait prévu. Alors le jeune homme qui dit « Oh, ça va être compliqué, ça va être difficile, je sais pas. » Enfin, bon, vous m'êtes sympathique, je vais vous le faire. Bon, déjà, il truandait un peu, et parce que c'était prévu dans les procédures. Et il dit « Mais en revanche, vous allez bien me prendre alors, un service qui avait un lien avec l'ordinateur, l'informatique. » Et la dame disait « Mais qu'est-ce que c'est comme service ?» Alors, il expliquait « C'est pour votre ordinateur. » Il dit « J'ai pas d'ordinateur. Aucune importance, c'est quand vous en aurez un, vous serez bien contente d'avoir ce service. » Bref, il lui fourgue, excusez-moi du terme, ce service qui devait lui coûter quand même quelque chose, alors qu'elle demandait un échelonnement de sa facture parce qu'elle était vraiment à court d'argent. Et en raccrochant, le jeune homme, il fait « Yeah !» Et je vois la fonctionnaire à côté qui avait entendu des larmes couler. Et je trouve que ça dit tout sur le sens du travail, la façon dont on s'investit subjectivement dans ce qu'on fait. On met tout de soi dans son travail, et lorsqu'on fait un travail qui trompe l'usager ou le client à l'époque déjà, qui ne tient absolument aucun compte du sens du travail, de sa finalité, parce que qu'est-ce que le travail ? C'est une expérience socialisatrice à travers laquelle on coopère avec autrui pour satisfaire le besoin d'autrui. Donc on est dans une interdépendance sociale, on est dans une cohésion, on contribue à la pérennité de la société. Et là, c'est tout ça qui est mis à mal. On travaille, comme ça a été dit par le premier
le premier intervenant, on fait du chiffre, de la statistique. Il aurait pu ajouter aussi que les salariés et les agents sont mis en concurrence systématiquement, puisqu'ils n'obtiennent pas les mêmes primes. Donc il y a une mise en concurrence de chacun avec tous les autres, ce qui déjà n'était pas cohérent avec l'esprit de solidarité, l'esprit collectif qui caractérisait auparavant les agents de France Télécom qui faisaient partie d'une entreprise dont ils étaient fiers. Il y a une mise en concurrence de chacun avec les autres, comme il y a une concurrence de chacun avec soi-même, parce qu'il faut s'imposer des valeurs, s'imposer des missions qui ne correspondent pas du tout ce à quoi on croit. Ce qui vous anime, ce qui fait que votre travail, vous le supportez et dans les meilleures conditions, même si vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous, ben, vous n'avez pas honte de vous. Or là, ce qu'on entendait des deux intervenants, c'était un qui parlait d'abattement et l'autre qui parlait de dépression. Donc effectivement, quand on fait un travail qui malmène, qui maltraite les clients et qu'on est censé en tirer de la fierté parce qu'on les a eus, voilà, c'est quelque chose qui est profondément dévastateur, profondément délétère et qui atteint la personne au plus profond de soi. Alors, à Orange, il y a cette tendance. Moi, je me souviens très bien, il y a 3 ou 4 ans, j'étais à une tribune avec Stéphane Richard et il faisait la promotion de son nouveau slogan qui était « Le salarié unique et le digital humain ». Voilà. Mais cette idée du salarié unique, elle est féroce, elle est dangereuse, elle n'est pas bonne. Parce que le travail, c'est pas être unique à son boulot, se satisfaire ses propres aspirations les plus égotiques, les plus narcissiques. Le travail, c'est justement, comme je l'ai indiqué, coopérer avec d'autres. Donc on est dans des équipes, on est dans des collectifs, on partage, on a le sentiment d'un destin professionnel commun. Et c'est très très important, on s'entraide, on se transmet des informations. Et voilà, et tout ça est en train de voler en éclats, soi-disant au profit d'une humanisation de l'entreprise qui devient profondément humaine, qui considère que chacun est exceptionnel, que chacun doit être géré en fonction de ses qualités intimes, personnelles. Vous savez que dans le privé maintenant, on recrute, parce que souvent les recruteurs sont des acteurs sous-traités, des salariés sous-traités. Alors on leur demande de recruter, non pas des bons professionnels qui connaissent leur travail, qui ont une bonne formation, une bonne expérience, parce que ça, bon, on pourra toujours l'organiser dans l'entreprise. On demande des gens résilients, des gens aptes au bonheur. Parce que, disent-ils, tout le monde n'est pas apte au bonheur. Il y a des gens qui sont plutôt dans le genre dépressif et dépréciateur, et ça, il n'en faut pas dans une entreprise. Donc, ce qui est maintenant à l'ordre du jour dans le management moderne, c'est de mobiliser des dimensions les plus personnelles, affectives, émotionnelles. D'ailleurs, on parle de gestion des émotions. On parle de management des affects. Excusez-moi, c'est pas pour vous remettre en cause, mais il y a un service maintenant, je l'apprends, d'engagement du salarié pour développer, j'imagine, l'engagement des salariés. Bon, enfin, on reviendra peut-être là-dessus. Peut-être j'ai tort, alors excusez-moi par avance, mais il y a toute une focalisation sur les dimensions les plus personnelles, les plus intimes, au détriment de ce qui est le plus fondamental, de ce qui fait la fierté des individus, c'est leur professionnalité. Ce qui les constitue comme des gens qui savent, qui peuvent apporter quelque chose parce qu'ils en ont les compétences, parce qu'ils en ont les savoirs et qu'ils en ont la qualité de l'engagement. On veut répondre à des besoins, on veut pérenniser la société, on veut apporter par sa compétence des solutions à des citoyens, à des usagers ou des clients qui ont des problèmes ou qui ont des demandes. Voilà. Je ne veux pas être trop longue, mais je pense que nous sommes vraiment dans un monde du travail où la modernisation managériale a contribué à 3 effets. 1, la maltraitance des salariés et des agents. La maltraitance, on l'a bien vu dans les témoignages. 2, une relative aussi maltraitance des clients
qui sont souvent manipulés par les neurosciences, l'intelligence artificielle, et où les représentants du marketing vous disent qu'ils sont capables de faire acheter quelque chose à quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience de son désir d'acheter. Bon, il y a une maltraitance des deux, donc des consommateurs comme des travailleurs, et puis une prédation des ressources de notre planète. Donc le travail est ce qui compromet l'avenir de l'humanité sur notre planète. Donc le travail est un enjeu de société fondamental sur lequel l'intelligence collective devrait pouvoir agir pour imaginer, inventer un autre travail, d'autres modes de production, d'autres modes de consommation. C'est une urgence à la fois pour les travailleurs, pour que cesse leur maltraitance, pour qu'on respecte les consommateurs, les usagers, les clients, et aussi pour qu'on respecte la planète. Donc, et je vais m'arrêter là, vraiment, je crois qu'il y a une question fondamentale, mais elle est très très importante, et je m'excuse de la porter en fin d'intervention, c'est que la pérennisation de ce modèle, elle repose sur un élément. Ce modèle dévastateur, ce modèle délétère, repose sur un élément qui est le lien de subordination ou le devoir d'obéissance pour les fonctionnaires. Ce lien de subordination qui est vécu de façon de plus en plus individualisée au fur et à mesure que sont déstabilisés les collectifs et qui fait qu'il n'y a pas de capacité dans ce monde du travail pour les salariés d'introduire une dimension critique, une dimension de contestation, une dimension de proposition de changement, de réflexion collective pour essayer de sortir de cette tragédie qui risque de nous mener à la perte.